Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape de ce Tour de France. Pourquoi ce débrief n'arrive que maintenant? Parce que j'ai pris un petit peu une journée de repos, on va dire. Une journée légère de repos. Et puis j'ai regardé la Formule 1 pendant cette journée de repos. Je vais faire aussi le débrief de la Formule 1. J'ai commencé à regarder un petit peu pour les jeux, comment ça va s'articuler tout ça. Donc voilà, ça a été du repos sans être trop de repos parce que j'avais aussi des trucs à côté à faire. Débrief de cette étape 21 qui va se faire sans habillage parce que de toute manière c'est pour que ça arrive vite, surtout que là je vais avoir beaucoup de montage. Pour tout vous dire, il va y avoir 4 vidéos Tour de France, donc là il y a le débrief de cette étape 21 et puis il y aura encore 4 vidéos pour ce Tour de France. On aura mon avis personnel sur la course, première vidéo, le bilan des Bleus, deuxième vidéo avec classement des équipes françaises sur ce Tour de France. On aura le bilan des grimpeurs, enfin des coureurs qui jouaient le général, on va dire ça comme ça. Et en 4, le bilan des sprinteurs. Et il y aura le débrief de la Formule 1. Et il y aura, notez sur votre tablette, mercredi soir, ça c'est sûr, la première vidéo pour les JO, ça sera mercredi soir. Pour vous faire la présentation, il y aura les résultats de la journée, parce que ça commence avec le baseball mercredi, rapidement les résultats, et puis on commencera à parler du programme de la journée de jeudi, où il y aura déjà des Français engagés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On commence tout de suite, on va parler des Bleus rapidement. Du côté des Bleus sur cette dernière étape, bon ça n'a pas été la folie, mais j'ai envie de dire sur les sprints ça n'a pas été simple. Laporte n'a même pas fait le sprint, je ne l'ai même pas vu, Laporte. Qui pour moi aura fait quand même un tour décevant. Je m'attendais à mieux de Christophe Laporte. Vous savez, c'est un coureur que j'apprécie bien, sans être un super fan. C'est un coureur que je trouve qu'on a un peu sous-estimé chez Cofidis. Ça, on verra le travail que fera la Jumbo. Il est arrivé aussi après une grosse séquence de Flandrienne où il avait été très très bon, surtout sur la fin des Flandriennes. Donc peut-être que voilà, il a un peu eu du mal à remettre la machine en route. Du côté de Cyril Barth 9e, c'est pas mal. Après, sur les Champs-Élysées, il finit quand même devant Colbrelli, Garcia Cortina, des mecs comme Kurt Nielsen, ou Sylvian ou Danielos aussi, et de la Bora. Donc c'est pas mal du côté de Cyril Barth, surtout que du côté de BNB Hotel, il n'y avait pas un train de qualité, que ça soit sur ce Tour de France et encore moins sur cette étape. Et surtout, on misait pas trop sur lui, et c'était un sprint plat. Cyril Barth est quand même meilleur sur les sprints un peu punchy, même si ça fait depuis quelques temps qu'on ne l'a pas vu sur un gros sprint massif. Quand même un mec qui nous avait épaté chez Euskaltel, ou c'était Euskadi, je ne sais plus le nom de l'équipe, c'était un des deux, sur la Vuelta. Et puis depuis, ça a été quand même un petit peu compliqué. Je trouve la confirmation n'est pas encore là du côté de Cyril Barth. C'est bien dommage, parce que c'est un coureur qui est intéressant, qui n'a que 25 ans, mais c'est vrai que depuis son passage chez Euskadi, c'était Euskadi, on a un peu du mal à avoir des grands résultats. Il avait fait une pas mauvaise Vuelta, je crois c'était 2019. Oui, il avait pris une 7e place, une 8e place. Donc c'est un coureur qui est capable sur des sprints peut-être de faire mieux. Champion de France U23 également en 2018. Bon, c'est un coureur qui est capable normalement de faire des bons résultats, mais là j'ai l'impression que depuis qu'il est chez BNB, ça a du mal à matcher. C'est un coureur qui est en fin de contrat, mais qui n'a pas montré grand chose, donc j'ai peur qu'il ait du mal à rester dans une équipe pro series même. S'il n'est pas renouvelé, j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour lui, parce que c'est vrai que sur ces 2 années, les résultats n'ont pas été flamboyants. Je continue avec Turgis. Belle abnégation de la part d'Anthony Turgis, finira avec un tour de retard aux Champs-Élysées. C'est pas simple être au champ le dernier jour avec de la fièvre. Vous savez que vous allez passer une mauvaise journée parce que les champs, ça roule fort sur les Champs-Élysées. On n'a pas l'impression, mais ça roule à 60 à l'heure, sauf qu'à l'aller, c'est pas plat.
c'est vraiment en faux plat montant et que le retour, certes, c'est en faux plat descendant, mais le peloton est très nerveux. Il y a des pavés en plus. Les pavés sont pas toujours très réguliers non plus sur les Champs-Élysées. Si vous avez déjà roulé sur les champs en voiture ou été passager, vous savez que c'est pas totalement nickel au niveau des pavés aux champs. C'est du pavé, alors c'est pas le pavé de Paris-Roubaix, mais c'est quand même pas du pavé net. Et vous rajoutez ça, en plus la pollution, tout ça fait que le pavé peut parfois être un peu glissant. C'est vrai que pour Turgis, quand vous êtes lâché sur des vitesses telles qu'on a sur l'Hervé des Champs, en plus cette année la course a mis beaucoup de temps, il a fallu vraiment... Alors ça, j'ai trouvé ça un peu too much quand même. Je sais que je suis conscient qu'on a besoin d'un temps de célébration pour la gagne. Bon, ça, ok, je le conçois totalement. Par contre, 50 bandes de célébration, faut pas déconner non plus. Ça m'a rappelé, je crois qu'Armstrong avait fait ça quand Ekimov était parti, où ils avaient vraiment roulé au ralenti pendant toute la première partie d'étape. Et là, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va démarrer? Alors, ils ont eu du cul. C'est qu'à ce moment-là, moi, je regardais également les 6 heures de Monza, au championnat du monde d'endurance sur la chaîne Équipe. Et donc, moi, je suis vraiment arrivé quand la course s'est lancée, c'est-à-dire dans Paris. J'ai pas regardé avant. Déjà parce que les années précédentes, on passe, ça fait depuis 3 ou 4 ans d'affilée qu'on passe à Versailles. Donc une fois tu connais l'histoire de Versailles, une fois tu as vu le château Versailles, tu le vois 2 fois. Bon, après ça devient beaucoup moins fun au niveau du paysage parce qu'on passe toujours aux mêmes endroits depuis qu'on part des Yvelines. C'est assez magique. Donc moi je m'étais dit déjà j'allais commencer plus tard. Mais quand j'ai vu que... Moi j'ai fait encore 10 km où la course n'avait pas démarré. Je trouve est assez incroyable. Ensuite par contre ça a roulé très très fort. Mais j'ai trouvé que c'était too much parce qu'il faut quand même pas oublier que derrière il y a des gens qui regardent la télé. Il y a des gens qui sont derrière le poste. Donc quand on doit quand même offrir un petit peu de spectacle aux gens. C'est du sport, ça doit être un peu du divertissement pour les gens qui regardent. Il doit y avoir un petit peu de spectacle, sinon on se fait chier. Et là, j'ai trouvé que putain, ça commençait à être un petit peu vraiment très très long et too much parce que ça commençait à devenir limite ridicule ce que faisait UAE, je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Mais du côté de Turgis, oui, vraiment gros pouce en l'air, je dirais, pour être un bon gros beauf. Parce que ouais, c'est pas simple de finir dans ces conditions-là en étant complètement rincé. Je continue du côté des Bleus. Du côté des coureurs au top avec Wout van Aert. Parce que coureur au top, il n'y a pas grand-chose à dire du côté de Wout van Aert. À part que il a été très très fort. Il a gros travail de Tennyson qui l'emmène vraiment très bien, sachant que cette année ça convenait peut-être plus à des coureurs comme Wout van Aert, cette arrivée du Tour de France, vu que la ligne d'arrivée était décalée, c'est-à-dire qu'elle était plus proche, pour expliquer, elle était plus proche du comment ça s'appelle, du rond-point de l'Étoile, pardon, qu'auparavant. Elle était plus loin de la colonne et de la rue de Rivoli qu'auparavant. Donc ça a changé un petit peu la préparation du sprint. Je pense que c'est ce qui a peut-être perturbé Cavendish. Et du côté de Van Aert, ça convenait peut-être plus à des coureurs puissants. Comme Van Aert, qui est un coureur qui quand même est très puissant. Alors, il a de la giclette, c'est un très bon sprinter, mais c'est un sprinter puissant, surtout Van Aert. Et là, ça l'a aidé. Il part d'assez loin. Il part de 220, 230 mètres. Aux Champs-Élysées, c'est loin. Et il a très très bien résisté et bon sprint et il a très bien fini ce Tour de France. 3 victoires quand même pour Van Aert encore. Il montre que c'est un coureur qui est primordial dans cette équipe Jumbo. Il apporte quand même beaucoup de succès à cette équipe et qui montre que c'est aussi un coureur très complet parce que très bon rouleur, l'un des meilleurs rouleurs du monde, l'un des meilleurs sprinteurs du monde aussi. Il fait partie du top 5 dans ces 2 catégories-là. Très bon dans les échappées, très bon baroudeur aussi, pas mauvais en montagne, très bon en moyenne montagne. Bon voilà, c'est un coureur qui est très très complet. C'est vrai que quand on me dit est-ce que je pense que Van Der Poel jouera le Tour de France, moi je dis souvent non, parce que je dis que Van Der Poel a un profil qui se rapproche quand même plus de Peter Sagan que de Geraint Thomas, on va dire. Par contre, Van Aert, il a un profil qui peut aller chercher le Tour de France en perdant un petit peu de poids. Il peut aller le faire.
Encore une fois, rappelez-vous de Geraint Thomas. Son début de carrière, Geraint Thomas, il joue les classiques. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse aussi au tout début de carrière, Geraint Thomas, si vous regardez les Tours de France 2010, 2011. Et c'est un coureur qui a su évoluer vers la haute montagne parce qu'il a travaillé aussi. Faut travailler le rythme dans les côtes. Du côté de Van Aert, je pense qu'il peut jouer ces courses-là. Jouer peut-être un jour le général d'un grand tour, je serais pas surpris aujourd'hui par Van Aert. Alors, si il a envie de jouer le général d'un grand tour, par contre, il faut qu'il y pense assez vite, parce que certes, il est jeune, mais faut pas y penser à 29 ou 30 ans. C'est un truc qu'il faut faire, je pense, dès à présent. Philipsen, il a fait un bon Tour de France, Philipsen, une victoire d'étape, beaucoup de podiums sur ce Tour de France, Jasper Philipsen. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Surtout quand j'ai vu la starting list de cette équipe, où j'ai vu Tim Merlier. Je me suis dit, c'est con pour lui. Parce que c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait Van Der Poel et Philipsen, et puis je m'attendais que Tim Merlier ne soit pas sur le Tour de France et revienne peut-être sur la Vuelta. Quand j'ai vu Tim Merlier, je me suis dit, Philipsen, il va peut-être faire lancer en fait. Et puis au final, Philipsen, Merlier est parti assez vite, Van Der Poel aussi, ça a été le leader en deuxième et troisième semaine, alors avec une équipe comme Alpecin qu'on a beaucoup moins vue quand la montagne est arrivée. C'est normal, c'est une équipe qui n'a absolument aucun grimpeur dans son effectif, il faut quand même le souligner, c'est un domaine sur lequel ils doivent progresser, Vraiment, Alpecin, ils n'ont aucun grimpeur, et ça c'est un vrai problème. Si tu veux marquer des points en World Tour, il faut à un moment avoir des coureurs qui savent un minimum grimper. Là, même Sbaragli, c'est quand même très faible. C'est Van Der Poel, le meilleur grimpeur de l'équipe. On peut encore faire mieux. Et du côté de Philipsen, très bon Tour de France. Là, sur le sprint aux Champs-Élysées, il est battu par plus fort, mais il n'a pas à rougir. Il n'est pas très bien emmené en plus du côté d'Alpecin. Donc on sent que l'équipe a quand même vraiment souffert dans les Pyrénées. Mais du côté de Philipsen, c'était pas mal. Et puis je termine avec Mesgeck, que j'ai mis en 4. Pas mal, Mesgeck. Coureur qui est souvent bien présent. Mesgeck, qui a quand même fait deuxième, notamment de la Bretagne classique l'année dernière derrière Matthews. C'est un coureur qu'on avait un peu perdu, qui est revenu en 2020. Parce qu'on l'avait un peu perdu, c'était un coureur qui était très prometteur dans ses premières années de carrière. Je me souviens notamment de victoire, c'était je crois autour du Pays Basque. Ça remonte, ça doit être au moins 2015, où il avait été très très bon sur des sprints assez punchy. C'était peut-être même d'avant. C'était le Tour de Catalogne. En 2014, où il avait vraiment dominé. Et puis, c'est vrai que ça faisait depuis 3-4 ans qu'on l'avait un petit peu perdu de vue. Et il est vraiment revenu en 2020. Il a eu des très très bons résultats. Là encore, ça continue. Alors, on pensait pourtant qu'il serait lanceur de Matthews, mais il semblerait qu'on ne se soit pas très très bien trouvé sur ce sprint-là du côté de cette formation. C'est dommage. Oui, ça reste un très bon coureur, ça reste un coureur qui a encore des choses à montrer, Luka Mesgeck. Et puis c'est un coureur qui a un bon punch aussi, on oublie toujours, mais c'est un coureur qui sait passer les bosses également, un sprinter qui est pas mauvais dans ce domaine-là. Donc le Slovène a été très performant. Il n'y avait pas beaucoup de Slovènes au départ de cette course, mais on les a encore quand même beaucoup vus. 2 fois vainqueur d'étape sur le Tour de Slovénie aussi. Coureur qui en est à quasiment 10 ans de carrière. Donc assez incroyable. Du côté des flops sur cette étape, je vais y arriver, je suis un peu fatigué, je m'excuse. Du côté des flops, moi j'ai mis Cavendish. Il prend pas la bonne roue, donc ça le pénalise d'entrée. C'est dommage pour Mark Cavendish parce que cette fin de Tour de France a été un peu moins prolifique que le début. Bon, la 35e victoire ne sera pas sur cette édition. Après, j'ai senti que déjà l'étape 19, il était fatigué. Il finit quand même, je crois, dans les 5 derniers du Tour de France. Donc c'est un coureur qui a fait quasiment une étape en plus que les autres en termes de temps sur le vélo. C'est pas à négliger. Et puis, la fraîcheur physique n'était plus là, très clairement. Mais quand t'as pas la fraîcheur physique et qu'en plus tu perds la roue de ton poisson pilote,
ça devient quasiment impossible. Et c'est vrai que là, du côté de Cavendish, bon bah la situation était plantée, je pense, à partir du moment où elle a perdu son poisson pilote, c'était très compliqué, et ça renforce le fait de dire également que Morkov est un très bon poisson pilote. Et quand je dis que c'est l'un, voire peut-être l'un des meilleurs de l'histoire au niveau des poissons pilotes, il faut savoir que les poissons pilotes datent d'il y a 25 ans à peine. Quand on regarde les performances qu'a fait Morkov avec plusieurs sprinters, le fait d'avoir remis sur les rails aussi un petit peu Cavendish dans une adversité World Tour, hein, oui, il a été remis sur les rails lors du Tour de Turquie, mais là on était sur une adversité World Tour. Je peux vous dire que c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a fait. Je me dis quand même que Morkov, 36 ans, sacré. Quand il terminera sa carrière, il n'y aura peut-être pas un gros palmarès du côté de Morkov en termes de résultats comptables. Par contre, les résultats qu'il a donnés aux sprinters, il pourra être satisfait de son travail. Il aura fait une énorme carrière d'équipier. Je continue également avec Colbrelli. Bon, bah, ça n'a jamais marché pour Colbrelli sur les sprints massifs de ce Tour de France. Le Dauphiné était un trompe-l'œil un petit peu. Sur tous les sprints massifs, il n'a jamais réussi à s'en sortir. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau du train, bien entendu, parce que son équipe l'a laissé souvent seul. Il a dû se débrouiller très seul. J'ai même pas compris là pourquoi la Bahreïn ne l'avait pas aidé. Parce que là, ils avaient plus rien à jouer par protéger Bilbao. Et encore, tu protèges un mec qui est 10e. Enfin, 9e, pardon, du Tour de France. Bon. Tu peux lui mettre qu'un seul mec. Qu'est-ce qu'on fait les 5 ou 6 autres? On peut se poser des questions autour de Colbrelli. Donc, ouais. Mauvais résultat sur les sprints massifs, mais en même temps, quand t'es pas aidé, c'est un petit peu compliqué dans le cyclisme moderne. Et Matthews, bah, le fait de voir Mesgeek 4e, ça montre également l'incapacité qu'a eu Matthews à réaliser des bons sprints. Et de toute façon, depuis 2-3 ans, Matthews, c'est plus vraiment ça, quoi. Alors, le Matthews qu'on a connu très très fort, très bon dans les sprints massifs, mais très bon puncher. On se demande où il est passé. Pourtant, il n'est pas très vieux, Matthews. C'est ça qui est assez incroyable. Mais il va falloir trouver un second souffle. Alors, moi, je pensais que vraiment que revenir chez Bike Exchange, c'est-à-dire quasiment revenir à la maison, on va dire, ça allait lui faire du bien. Au final, les résultats cette année ne sont pas excellents, quoi. Il n'y a même pas une victoire. Il n'y a pas de victoire. Son meilleur résultat sur un sprint, c'est même pas un sprint, même c'est la 2e place lors de la première étape, Brest-Landerneau. Ça fait faiblard. Sur les sprints massifs, c'est 4e. Il en a manqué. Il en a manqué et il n'a pas très bien passé la montagne en plus, ce qui était sa force auparavant. Donc quand tu passes pas bien la montagne, que tu sprintes pas bien, bah, ton Tour de France est un petit peu décevant. Et cette étape des Champs-Élysées est juste la confirmation qu'il a raté un peu son Tour de France, même s'il prend la 2e place au niveau du maillot vert. Cette année, il y avait quand même... Enfin, Cavendish était prenable. Alors, pas sur le plat, mais sur la gestion du maillot vert, il était prenable. Il a fait des petites erreurs stratégiques, Cavendish. Il n'a pas toujours fait les sprints intermédiaires. Mais le problème, c'est que Matthews s'est trop raté sur les sprints massifs, notamment sur l'étape de Nîmes où il prend que la 15e place, la 12e place à Carcassonne. Et ça, foncièrement, il n'a pas roulé non plus. Enfin, ils n'ont pas assez bossé sur l'étape de Libourne. Ils se sont fait piéger comme des bleus. Il y aura des regrets pour Matthews parce qu'il y avait... Je pense qu'il y avait la possibilité de faire mieux, mais il aurait fallu que du côté de Bike Exchange, on s'organise mieux. Et pourtant, là encore, du côté de Bike Exchange, plus de leader pour le général assez vite dans la course. Mais pourtant, ils n'ont pas réussi à travailler de concert pour bien l'emmener. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, 19 minutes de pur bonheur, j'espère. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur le Tour de France, sur le bilan de ce Tour de France. Allez, ciao ciao sur la Mac Production.